C'était le pari fou de l'industrie agroalimentaire ces dernières années, révolutionner notre alimentation et nos élevages en remplaçant les protéines habituelles par des insectes. Portées par des levées de fonds records et des subventions publiques massives, ces protéines du futur devaient sauver la planète et nourrir une population toujours plus grandissante. Pourtant, en décembre 2025, la start-up française Insect, présentée comme le fleuron mondial de cette industrie naissante, met la clé sous la porte. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, on décortique ensemble l'échec d'une révolution. Chapitre 1. Les promesses. D'ici 2050, la population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 9,7 milliards de personnes. Le fait que les ressources de notre planète, comme les terres cultivables et l'eau douce, soient limitées, pousse à explorer de nouvelles sources de nourriture, en particulier du côté des protéines, puisque la production actuelle de viande est particulièrement polluante. On estime qu'elle est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, et ça c'est que pour la pollution de l'air, mais elle pollue également les sols et les nappes, en plus de contribuer à une grande partie de la déforestation. 70% des terres autrefois boisées de l'Amazonie servent aujourd'hui de pâturage, et les cultures fourragères couvrent une grande partie du reste. Et d'être aussi très gourmande en eau, responsable de plus de 8% de l'eau prélevée pour l'utilisation humaine au niveau mondial, principalement pour l'irrigation des cultures fourragères. Bref, il faut trouver une source de protéines plus durable. C'est dans ce contexte qu'Insect voit le jour en 2011, en faisant le pari que l'avenir de l'alimentation animale et humaine se trouve dans les insectes. Oui, le récit médiatique s'est vraiment concentré sur la consommation d'insectes par les humains, mais dès le départ, l'ambition de cette industrie, c'était aussi de nourrir de manière plus durable nos milliards d'animaux d'élevage, notamment en remplaçant les farines de poisson et les aliments à base de soja, c'est ce qu'on appelle le feed. Déjà consommée massivement à travers le monde par des centaines de millions de personnes, cette source alternative de protéines commence à attirer dans les années 2010 les convoitises de tout le monde occidental, et la publication en 2013 d'un rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture mettant en avant le potentiel des insectes comme étant une source plus durable de protéines ne fait qu'accentuer cet engouement. Les promesses de cette révolution alimentaire reposent sur deux thèses très séduisantes. La première est environnementale. Il est prédit que ces protéines alternatives soient moins polluantes et moins consommatrices en terres agricoles, en eau et en énergie que les élevages traditionnels. La deuxième est économique. En dehors de l'impact positif direct qu'occasionnerait la création d'emplois grâce à cette industrie et de la souveraineté alimentaire permise par la production locale de ces insectes, l'idée de génie est de faire manger à ces insectes des déchets de l'agro-industrie, une ressource peu onéreuse et largement disponible. Grâce au très bon taux de conversion des insectes, c'est-à-dire leur capacité à transformer ce qu'ils mangent en protéines et autres nutriments, il est prédit que pour produire la même quantité de protéines, l'élevage d'insectes demande 6 fois moins d'intrants que les bovins, 4 fois moins que les moutons et 2 fois moins que les cochons et les poulets. Par ailleurs, les déchets produits par l'élevage d'insectes, c'est-à-dire les excréments, que l'on appelle le frass, seraient eux aussi valorisables sous la forme d'engrais. Il s'agit donc d'une double valorisation, sous la forme d'aliments et d'engrais, à partir de déchets agroalimentaires, ce qui inscrit ce modèle dans une logique d'économie circulaire. Tout ça, sur le papier, ça paraît être une excellente idée. Mais pour mener à bien ce projet, il y a un gros changement à opérer par rapport à ce qui se fait traditionnellement dans les cultures entomophages, c'est-à-dire qui consomment des insectes. Dans ces dernières, il est estimé que 92% des espèces d'insectes consommées sont attrapées directement dans la nature. Alors que dans le nouveau modèle à l'occidental, pour pouvoir répondre à la demande et diminuer les coûts, il faudra s'orienter vers l'industrialisation à très grande échelle de cette production. À très grande échelle. C'est le chemin que prennent donc Insect et tous ses concurrents. Une petite parenthèse, si comme moi vous vous posez la question de la pertinence de remplacer un système d'élevage intensif qui crée de nombreux problèmes de bien-être animal malgré les réglementations par un autre système d'élevage encore plus intensif mais cette fois non réglementé, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Chapitre 2. L'ascension. À partir de 2013, 2 ans après la création du pionnier Insect, tout un tas de nouvelles startups fleurissent et se lancent dans une course industrielle effrénée en levant des millions de dollars d'investissement. À elle seule, Insect recevra au total 600 millions d'euros, dont 148 millions d'argent public français. Le but de ces entreprises est simple, réussir à devenir rentable, de préférence en premier, et tenir les promesses économiques et environnementales. Sur cette voie, un des principaux obstacles à lever est celui de la législation européenne, très stricte en matière d'alimentation animale et humaine, qui en l'état ne permet pas à l'industrie de la protéine d'insectes de se développer correctement. Alors cette partie administrative a pris pas mal de temps, mais les premiers acteurs de cette industrie parviennent finalement à faire ouvrir le marché et à faire avancer les législations, notamment en faisant autoriser l'utilisation de protéines d'insectes pour l'alimentation animale et en permettant l'obtention des premières autorisations formelles pour la consommation humaine en Europe de diverses espèces d'insectes. La production se concentre en fait sur 3 espèces, la mouche soldat noire, le ver de farine et le grillon domestique. Si la plupart des acteurs font le choix de la mouche soldat, qui a la croissance la plus rapide et qui semble la plus adaptée pour l'alimentation animale, Insect choisit le ver de farine,
plus versatile dans son utilisation. Et la machine se lance à toute vitesse. Les usines sortent de terre et les larves d'insectes remplissent les entrepôts par milliards. À l'échelle de la planète, c'est 1000 à 1200 milliards d'insectes qui sont élevés dans des fermes industrielles chaque année. Et Insect frappe fort, puisque son site de production de Dole est la plus grande ferme d'insectes verticale au monde. Mais après quelques années seulement, les premières difficultés se font sentir. Déjà, l'industrie semble avoir sous-estimé le dégoût des consommateurs occidentaux pour les insectes. Je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous avez un jour considéré le fait d'en manger. Vous pouvez donner votre avis en commentaire et en profiter pour vous abonner à cette chaîne, c'est très gentil, merci. Mais en tout cas, pour la plupart des consommateurs, c'est non. Il y a une étude conduite au Royaume-Uni qui a montré que sur presque 2000 sondés, de tous âges et de tous milieux, seulement 26% étaient prêts à essayer les insectes. En France, les sondés sont tout aussi frileux, puisque seulement 2 sur 10 se disent curieux d'essayer. Une autre difficulté qui émerge rapidement, c'est celle d'utiliser des déchets agro-industriels pour nourrir les insectes, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ça pose des problèmes logistiques. Il faut organiser des tournées pour collecter ces déchets sur de nombreux sites, ce qui est très compliqué et qui coûte des sous. Ensuite, il y a une difficulté du point de vue de la nutrition des insectes, parce que la qualité et la composition de ces déchets sont forcément variables. Sauf que cette variabilité se ressent au niveau de la croissance des insectes. Comme l'aliment distribué n'est pas de nature constante, ça crée des variations de croissance et donc de rendement. Et ça, c'est un gros problème pour une industrie. Et puis cette variabilité de qualité et de composition des déchets, elle se répercute aussi sur la valeur nutritionnelle des insectes. Vu qu'ils mangent pas la même chose tout le temps, leur valeur nutritionnelle fluctue. Or, si on veut pouvoir vendre ces insectes comme aliments pour d'autres animaux d'élevage, il faut qu'ils aient une valeur nutritionnelle un minimum stable. Les éleveurs veulent pas acheter des farines d'insectes qui ont une composition variable, sinon leur propre élevage aura un rendement variable. Bref, vous l'aurez compris, les productions standardisées détestent les aléas, et les déchets sont un très gros aléa. En plus de ça, il y a un problème réglementaire à les utiliser, parce que certes, les protéines d'insectes ont été autorisées pour l'alimentation animale, mais l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui ont été traumatisés par la crise de la vache folle, interdisent de nourrir les animaux de rente avec des insectes qui ont eux-mêmes mangé des produits d'origine animale. Donc, les industriels ne peuvent pas utiliser de déchets contenant des produits animaux, comme le fumier, le lisier ou les déchets de cuisine et de table. Ces premières failles dans le modèle économique forcent les éleveurs d'insectes à changer de stratégie. Exit l'idée de faire des vidéos avec des chats. Kinoko, viens là. Exit l'idée de nourrir les insectes avec des déchets pas chers, ces derniers seront désormais nourris avec des coproduits agricoles, exclusivement végétaux, comme le son de blé ou les drèches de brasserie. Certes, c'est plus cher et surtout ce sont des produits déjà utilisés dans l'alimentation animale, voire humaine, donc très en demande, mais au moins il n'y a plus de problèmes réglementaires. Exit aussi l'idée de nourrir les humains. Le marché se réoriente quasi entièrement vers l'alimentation pour animaux, que ce soit pour les animaux d'élevage, le feed, ou bien pour les animaux domestiques, le pet food. Et ça, c'est un sacré revers. On s'éloigne largement des promesses d'économie circulaire et de révolutionner l'alimentation des humains. La protéine du futur a du plomb dans l'aile, mais ces changements stratégiques permettront-ils à la filière de rebondir ? En tout cas, Insect n'a pas dit son dernier mot puisqu'en 2018, ses dirigeants prévoient d'ériger une gigantesque usine de 45 000 m² à Poulainville, près d'Amiens, afin de multiplier par 200 ses capacités de production. Oui, produire de l'aliment pour animaux d'élevage demande une très grande capacité de production, encore plus que pour nourrir les humains. Et il faut donc être le plus rapidement en mesure de relever ce défi. Mais 3 ans plus tard, en 2021, alors que l'usine de Poulainville vient tout juste d'être inaugurée en présence de 3 ministres, la dure réalité frappe à nouveau cette industrie. Chapitre 3. La chute. On se rend compte que produire des insectes de manière industrielle, c'est pas si écologique que ça, ni même bon marché. Sur le papier, les insectes grandissent vite et facilement, c'est ce que montrait le rapport de la FAO en 2013, mais ça c'était surtout vrai dans les pays d'Asie du Sud-Est où a été testé ce modèle, c'est-à-dire dans une région où la température est naturellement élevée. Dans une région tempérée comme l'Europe, c'est une autre paire de manches. Prenez un grillon domestique par exemple. L'œuf donnera un adulte en seulement 8 semaines à 30 degrés, contre jusqu'à 8 mois à 18 degrés. Quand on est une méga usine avec des impératifs de rendement à grande échelle, on n'a donc pas trop le choix que de chauffer pour atteindre ces objectifs. Mais aussi parce que garder des grillons 8 mois au lieu de 8 semaines, ça veut dire autant d'énergie, de nourriture et d'eau en plus pour les nourrir. Ces immenses usines sont donc chauffées entre 25 et 30 degrés à une période où la guerre en Ukraine fait monter en flèche les prix de l'énergie. Et donc, en plus de coûter horriblement cher, ça fait de ce secteur une industrie beaucoup plus polluante que prévu.
L'ONEI, un organisme de recherche français et indépendant sur les protéines d'insectes, explique que, du point de vue émissions de gaz à effet de serre et consommation d'eau, la réalité du terrain n'arrive pas à la hauteur des promesses. C'est d'autant plus vrai que ces promesses écologiques en faveur des protéines d'insectes étaient valables si elles remplaçaient la consommation de viande. Il a été estimé que les protéines d'insectes sont moins polluantes quand elles remplacent par exemple un steak de bœuf. Mais malheureusement, l'idée de remplacer les produits carnés s'est de plus en plus éloignée. Les insectes destinés à l'alimentation humaine représentent désormais une part infime du marché, faute d'acceptabilité sociale, et en plus sur ces rares produits qui nous ciblent nous, seulement 1 sur 10 est un substitut à la viande. Tout le reste, ce sont des produits qui ne remplacent pas la viande, mais qui remplacent des produits végétariens, comme les chips, les pâtes, le pain, les barres de céréales et autres snacks. Or, en plus d'être bien moins populaires auprès du grand public, ces alternatives à base d'insectes sont beaucoup plus difficiles à produire, donc bien moins écologiques que les produits qui les remplacent. Ça coûte beaucoup plus cher et ça a un impact environnemental bien plus important de faire grandir des insectes dans des usines chauffées que de faire pousser des pommes de terre ou des céréales. Donc, dans les faits, les insectes ne font pas concurrence aux aliments polluants, mais à des aliments déjà durables. Ajoutez à ça le fait que les insectes, au lieu de consommer des déchets, consomment désormais des sous-produits agricoles, qui étaient déjà utilisés pour l'alimentation animale, voire humaine, et vous obtenez une protéine avec un moins bon taux de conversion, parce qu'au lieu de donner par exemple du son de blé au poulet, on donne ce son de blé aux insectes, puis on donne ces insectes au poulet, ce qui est moins efficace, et qui coûte cher. Comme les produits utilisés sont déjà utilisés pour l'alimentation du bétail, les éleveurs d'insectes se retrouvent en concurrence avec les grandes entreprises de viande pour l'achat de ces ingrédients. Pour ne rien arranger, sur le terrain, des difficultés techniques se font ressentir. Insect a choisi le verre de farine, qui contient beaucoup de graisse, ce qui enraye les machines, et la mortalité des larves monte en flèche à cause de problèmes dans la gestion des températures et à cause des vibrations générées par les machines. Donc, pour résumer, dans les années 2020, Insect et ses concurrents se retrouvent avec des protéines d'insectes beaucoup plus chères et beaucoup moins durables que prévu, qui peinent à trouver des acheteurs. Une étude de 2024 estime que le coût du feed à base d'insectes est 2 à 10 fois plus élevé que les produits communément utilisés, c'est-à-dire les farines de poisson ou les produits à base de soja. Même l'engrais produit par les insectes se retrouve être beaucoup plus cher que les engrais de synthèse ou le fumier. J'ai eu la chance de pouvoir discuter de tout ça avec les chercheurs de l'ONEI, Corentin Biteau et Tom Brice-Chevalier, que j'en profite pour remercier. Et ils m'ont tous les deux rapporté que ces difficultés étaient encore plus palpables pour des entreprises qui se sont lancées à très grande échelle, comme Insect, et qui ont donc d'énormes coûts fixes. Ils m'ont expliqué qu'à ce moment-là, par dépit, beaucoup de ces startups se sont dirigées vers le pet food, qui représentera désormais une grande partie du marché. Et Insect fait partie de ceux qui ont opéré ce virage pour essayer de sauver les meubles. Alors là, je vais mettre ma casquette de veto parce que j'ai jamais compris l'intérêt de faire des croquettes à base d'insectes. 100% des croquettes pour animaux de compagnie utilisent des sous-produits d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Si vous voyez des croquettes avec la mention sans sous-produits animaux, c'est forcément faux, parce que les produits animaux utilisés dans l'alimentation animale sont tous et par définition des sous-produits. Vous prenez un poulet, après être abattu, les filets, les cuisses, les ailes et toutes ces parties nobles sont levées et partent dans le circuit destiné à l'alimentation humaine, et tout le reste, les cartilages, les viscères, ça part pour l'alimentation animale, ou éventuellement dans les déchets. Et à partir du moment où ça quitte le circuit de l'alimentation humaine, ça prend le nom de sous-produits. Et c'est dans ces sous-produits que les pet fooders se fournissent. Donc j'en profite pour vous dire que quand vous voyez un beau filet de poulet ou de saumon sur un emballage de croquettes, c'est 100% mensonger. Parce que les industriels n'utilisent que les sous-produits, c'est-à-dire tout ce qui a été écarté du circuit de l'alimentation humaine. Pas parce que c'est impropre à notre consommation, mais c'est juste que culturellement c'est des parties qu'on mange pas, ou bien c'est des morceaux qui ont été écartés parce qu'ils ont des défauts visuels. Donc le pet food actuellement c'est déjà du recyclage, dans le sens où c'est de la valorisation de sous-produits qui sont de toute façon écartés de la chaîne. Le coût environnemental et économique pour produire la viande destinée à la consommation humaine a déjà été payé, donc autant se servir de ces sous-produits là plutôt que d'élever à 30 degrés d'autres animaux pour remplacer. En fait, la conclusion de ça, c'est que tant qu'on continuera à tuer autant de vertébrés en abattoir, on n'a pas tellement besoin d'une autre source de protéines, puisqu'on a déjà une immense quantité de sous-produits animaux qui suffisent largement à nourrir tous nos animaux de compagnie. Revenons-en à notre histoire d'insectes. Dans les faits, il y a quand même un marché pour le pet food, mais ça ne va pas suffire à faire décoller des usines de la taille de celle d'Insect. L'immense usine de Poulainville est disproportionnée pour ce marché. Les dépenses continuent de s'envoler, la trésorerie d'Insect est sans cesse sous tension, bref, la taille de l'usine crée une situation financière intenable compte tenu des ventes et du rendement trop faible. D'après une enquête de Cafétech, entre 2020 et 2023, Insect ne réalise que 1,8 million d'euros de vente de produits, fabriqués
fabriqués à Dole pour l'alimentation animale et pour des engrais, alors que sur la même période, l'entreprise dépense 16,2 millions d'euros rien qu'en matières premières. Incapable d'atteindre des taux de reproduction suffisants, elle doit notamment acheter au prix fort des larves élevées ailleurs. Le fleuron de l'industrie est en train de couler. Les plans sociaux s'enchaînent et en mars 2025, Insect est placé en redressement judiciaire. Ses investisseurs historiques lui font une rallonge de 10 millions d'euros, mais ça ne suffira pas. 9 mois plus tard, en décembre 2025, Insect est placé en liquidation judiciaire et ferme définitivement ses portes. Les images des chaînes de production fuitent et elles sont frappantes. On y voit des dysfonctionnements importants et des conditions d'élevage tout à fait regrettables. Cette industrie a vu trop grand, a voulu aller trop vite et n'a pas réussi à honorer la promesse de créer une alternative de protéines durable à un prix compétitif. Les coûts de production liés à l'électricité, aux intrants et les défis techniques d'une telle industrie ont été sous-estimés, tout comme l'aversion des consommateurs occidentaux pour les insectes. Corentin Biteau et Tom Brice-Chevalier m'expliquent que la chute d'Insect n'est pas un échec isolé. C'est tout le secteur qui est en crise actuellement. La vague de banqueroute touche désormais presque la moitié de l'industrie, comme le révèle l'enquête de Vox. Les entreprises en gris ont déjà fermé, celles en orange sont encore actives, mais pas forcément en bonne santé. Vox rapporte par exemple que Tyson Foods, la plus grande entreprise de viande des États-Unis, a suspendu indéfiniment son partenariat de production d'insectes avec la compagnie Protix. Est-ce pour autant la fin définitive du marché de la protéine d'insectes, ou peut-il encore se relever ? On va voir qu'il est trop tôt pour enterrer la protéine du futur, mais avant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Chapitre 4, éthique et bien-être animal. Tom m'a expliqué que ce qu'il regrette, c'est que l'argent public investi dans cette filière n'ait pas plutôt servi à développer l'industrie des protéines végétales qui, elles, sont réellement plus économiques et durables que la viande. On sait cultiver et industrialiser la production de végétaux depuis longtemps, même à grande échelle, et ce sont des sources de protéines qui sont en plus beaucoup mieux acceptées par le grand public et qui évitent les problématiques de souffrance animale. Parce que c'est fou, mais dans la plupart des études et des articles que j'ai lus en documentant cette vidéo, les questions d'éthique, de biodiversité et de bien-être animal sont rarement évoqué, alors qu'on parle quand même d'élevage d'animaux. Bon, tout d'abord, pour ce qui est de l'impact sur la biodiversité, le risque d'élever massivement des insectes dans des régions éloignées de leur région natale, c'est que si pour une raison ou une autre, il y a une évasion de ces animaux, on risque une perturbation des écosystèmes locaux par compétition alimentaire, croisement de la faune sauvage avec des lignées captives et parfois génétiquement modifiées, on risque aussi la propagation de maladies, bref, c'est un risque non négligeable à prendre en compte pour cette industrie. Pour ce qui est de l'éthique maintenant, vous allez voir que ce qui, en toute logique, aurait dû constituer les fondations de la réflexion sur la quête d'une nouvelle source de protéines n'a été en fait qu'un grain de sable dans la chaussure de l'industrie. Vous le savez peut-être, on a de plus en plus de preuves aujourd'hui en faveur de la sentience des insectes, c'est-à-dire qu'on commence à être en mesure de prouver que ces animaux sont capables de ressentir des états émotionnels comme la douleur. Une étude de 2022 a révélé des preuves solides de l'existence de la douleur chez 2 ordres d'insectes, les diptères et les blattes, ainsi que des preuves préliminaires chez d'autres ordres. Et aucun groupe d'insectes n'a été identifié comme ne remplissant clairement aucun des critères de reconnaissance de la douleur. Ce qui devrait, de facto, nous faire appliquer un principe de précaution, c'est-à-dire faire comme si ces animaux étaient sentients. Si vous voulez en savoir plus sur comment on peut prouver qu'un animal ressent la douleur, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai fait sur les crustacés et qui explique les 8 critères utilisés. Donc le problème, c'est que, à l'exception de certains rares acteurs comme Innovafeed qui se sont, au moins sur le papier, posé la question de leur accorder le bénéfice du doute sur la sentience, la grande majorité ont foncé tête baissée en éludant tout simplement la question. Quand je dis éluder, disons plutôt que ça leur a traversé l'esprit, mais qu'ils ont trouvé un arrangement avec leur morale. Par exemple, le fondateur d'Insect y a pensé, il raconte même dans son livre qu'il a fait plancher des étudiants en philo sur ce sujet, et que selon tout ce petit monde, c'est plus comme élever des champignons et des végétaux, donc c'est ok. Je me permets de vous mettre un petit extrait, c'est pourquoi nous avons fait plancher des étudiants en philosophie de la Sorbonne sur la question du bien-être des insectes. En ligne avec nos observations, leur conclusion a été la suivante. La production d'insectes aurait en réalité moins à voir avec l'élevage de bovins ou de volailles qu'avec la culture des champignons ou des végétaux sous serre. Les insectes sont de fait des animaux tout à fait spécifiques, privés de cerveau à proprement parler, aux besoins et à l'horizon de vie, si on peut dire extrêmement calibrés, en comparaison des animaux vertébrés et des mammifères. Ainsi, leur nature foncièrement grégaire qui s'explique par leur besoin de se tenir chaud et de faire face à des prédateurs prête-t-elle à des densités de population très grandes qui sont éminemment choquantes dans le cas des poulets ou des porcs par exemple.
Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas un gramme de science dans cet argumentaire, pas une source. La source, c'est « on a fait plancher des étudiants en philo », alors que le livre est sorti en 2022, soit la même année que cette grosse publi-là qui prouve justement tout l'inverse de ce qui vient d'être énoncé. Si on est de mauvaise foi, on peut se dire que les preuves de sentience n'existaient pas en 2010, au moment où on s'est lancé dans l'élevage à très grande échelle. Mais à ça, je répondrais que c'est quand même un problème pour une industrie qui prévoit d'élever et de tuer des centaines de milliards d'animaux, de ne pas, en préambule, se poser la question de ce que ces animaux peuvent ressentir. Mais bon, ça c'est pas une logique industrielle, parce que le but d'une industrie c'est de faire de l'argent. Et si on commence à se poser la question de ce que les animaux ressentent, on s'en sort pas, et puis on risque d'avoir des réponses qui nous plaisent pas. Donc on va soigneusement éviter le sujet jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'y intéresser, et vu le temps que ça a pris pour réglementer les élevages des animaux vertébrés, il y a le temps de voir venir. Franchement, je comprends qu'ils puissent penser comme ça, parce que les réglementations sur le bien-être animal imposées pour les élevages d'animaux vertébrés, comme nous, sont relativement récentes. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'elles soient vraiment adoptées comme référence dans les élevages à l'échelle mondiale. Pour avoir visité pas mal d'abattoirs et d'élevages, je serai la première à vous dire que ces réglementations sont largement insuffisantes pour garantir le bien-être animal, même quand elles sont respectées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais au moins, elles ont le mérite d'exister. Alors qu'aujourd'hui, en 2026, et probablement pour encore très longtemps, il n'existe aucune réglementation, aucune norme autour de l'élevage et de l'abattage des insectes qui permettent de garantir un minimum de souffrance. Pas étonnant que ces entreprises aient envie de profiter de ce vide juridique, parce que c'est un sacré avantage de pouvoir faire comme on veut avec des animaux. Dans les élevages de vertébrés, la loi impose par exemple un nombre maximal d'individus par mètre carré. Pour les élevages d'insectes, c'est YOLO. Pas de quotas, pas de considération pour le mode de vie naturel de ces animaux, on les entasse en disant qu'ils sont grégaires et que ça leur tient chaud, on les éclaire jour et nuit, on se fiche qu'ils soient malades, blessés, stressés, la seule boussole est la boussole du rendement. Alors attention à la trigger warning parce que puisqu'ils ont le champ libre, les industriels ne manquent pas d'imagination, notamment quand il s'agit de l'abattage des insectes, avec au choix cuisson au four, cuisson au micro-ondes, ébouillantage, broyage, congélation, asphyxie. Au-delà de tout ça, la question qui émerge aussi c'est combien de vies de grillons valent la vie d'un seul poulet? Autrement dit, est-il justifiable éthiquement de tuer 10 000 grillons si ça épargne la vie d'un seul poulet? Si les deux espèces sont sentientes, sur quoi on se base pour conclure? Il y a quelques éléments de réflexion à ça, notamment l'espérance de vie, la qualité de vie, l'expérience relative du temps qui passe, mais ce sont des questions qui n'ont pour l'instant pas de réponse et qui mériteraient qu'on s'y attarde. Je vous mets toutes les ressources en description si c'est un sujet que vous voulez creuser. Retenez surtout que pour les personnes qui soulèvent ces problématiques, la vraie incompréhension c'est pourquoi tout simplement ne pas se tourner vers les protéines végétales? Ce serait peut-être ça la vraie solution. En tout cas, Wellfarm, une asso de protection animale, appelle de ses vœux la mise en place d'un moratoire sur la création d'élevage d'insectes afin de stopper le développement de cette industrie tant que des normes spécifiques à la production de ces animaux ne seront pas mises en place. Et ça, c'est toujours d'actualité parce que les producteurs d'insectes n'ont pas dit leur dernier mot. Chapitre 5, quel futur pour les protéines d'insectes? La faillite d'Insect, même si elle a un peu refroidi les investisseurs, n'a pas signé l'arrêt de mort de cette industrie. Le secteur semble se réorienter et se restructurer. Les acteurs qui sont toujours en course se dirigent vers des objectifs plus réalistes. On ne parle plus de nourrir l'humanité, mais de se concentrer sur des marchés plus petits et diversifiés comme le feed, le pet food et l'engrais. En s'éloignant du modèle méga-usine pour aller plutôt vers des installations plus petites, destinées à toucher un marché plus local. Le Digital Food Lab, un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la food tech, estime qu'après une expansion et une chute très rapide, on va désormais assister au renouveau de la protéine d'insectes. Certains grands noms de l'industrie, comme la PDG de la start-up finlandaise Volare, sont même optimistes. Elle explique que beaucoup des acteurs de la première génération ont fait un excellent travail pour construire cette industrie. Nous pouvons éviter les erreurs et les défis auxquels d'autres entreprises ont été confrontées auparavant. En effet, en permettant l'ouverture du marché et l'avancement de la législation européenne sur les sujets des protéines d'insectes, les premiers acteurs ont ouvert une voie qui permettra peut-être à d'autres de réussir. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement cette chaîne. Pour être très honnête, sans vous, j'aurais mis la clé sous la porte avant Insect, donc merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!